distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. J'espère que vous avez pu profiter de cette belle fin de semaine. Il a fait tellement beau en fin de semaine. Pour nous, on s'est rendu à la petite ville de Burlington, au Vermont. Et puis, j'en parle parce que je sais qu'il y a plusieurs cyclistes dans la région qui aiment toujours se trouver un endroit pour aller peut-être faire du vélo, quelque chose de différent. Et puis, nous, c'est notre deuxième année où on va. En français, on appelle ça le remblai de Colchester. En anglais, c'est le Colchester Causeway. Et puis, ça a été construit en 1901. Et c'était une rail de train qui connectait le Vermont à Terre-Ferme, l'autre côté du lac Champlain. En tout cas, c'était tout un défi faire cette construction. Et puis, c'était un train qui passait non seulement pour les touristes et les voyageurs, mais aussi un train qui apportait des biens de l'autre côté, aller-retour, si on veut. Alors, ça a commencé en 1901. En 1955, ils ont fini l'aspect tourisme, voyageurs de ce train. Et en 1961, bien là, ils ont fini l'aspect où on transportait des biens d'un bord et de l'autre. Et puis en 1980, bien, ils ont changé ça en piste cyclable ou les gens qui veulent le faire à pied. C'est des petites roches très, très minces, fines, c'est vraiment bien compactées. Alors, ça se fait quand même bien en vélo de ville, ou un vélo de... On peut le faire en vélo de montagne, mais si on a un vélo de ville, ça marche aussi très bien. Et puis, c'est extraordinaire parce qu'on fait du vélo. J'aurais dû vous apporter des photos, mais on est dans le lac. Alors, un côté, il y a de l'eau, l'autre côté, il y a de l'eau et on se promène. Sauf que cette année, c'était fermé et on n'a pas vérifié. Semblerait-il qu'il y a eu tout un orage au mois de mai. Et puis, on s'est rendu quand même assez loin, mais tous les côtés sont vraiment tous défaits, alors c'était vraiment pas très prudent. Donc, si à la maison, vous pensez d'y aller cette année, attendez au mois de juillet. Les journaux de la région annoncent que c'est censé être réparé pour le mois de juillet. J'ai jamais pensé, on n'a jamais pensé de vérifier s'il y avait un problème avec ça. Mais je vous le conseille, surtout parce que c'est extraordinaire. Une fois qu'on a passé, il y a un petit... Il faut prendre un petit bateau parce qu'évidemment, à un point, là où le train passait, on pouvait lever la barrière pour que les bateaux puissent passer. Alors, à ce point-là, la barrière est partie. On embarque dans un petit bateau avec son vélo. Ça fait le tour. Ça prend 45 secondes. Puis là, on rembarque encore et on peut continuer plus loin. Alors, si jamais vous êtes des cyclistes et vous aimez chercher des nouvelles, puis c'est à 3 heures d'ici à peu près, là, c'est quand même pas très loin. Mais c'est extraordinaire à faire. Mais attendez que ce soit réparé. Alors, tout ça pour vous dire que c'est quand même très beau. Maintenant, ce qui se passe ici, le temps est venu pour l'École élémentaire catholique Horizon Jeunesse de faire sa première pelletée de terre symbolique pour la reconstruction de l'établissement situé au cœur d'Ottawa-Vanier. Ces travaux rendus possibles grâce à un financement de plus de 8 millions de la part du ministère de l'Éducation de l'Ontario. Alors, le bâtiment, construit en 1949, s'est doté de 7 ajouts au fil des ans. À la base, irriguée pour accueillir une école secondaire et près de 900 élèves, la nouvelle école élémentaire sera construite plus petite, mais beaucoup plus efficiente. En effet, cette reconstruction permettra de faire des économies énergétiques et d'entretien annuels, près de 5 millions sur 20 ans. À la fin des travaux, la nouvelle école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est aura une capacité d'accueil de 390 élèves, alors qu'elle en compte actuellement 326. Alors, la reconstruction de l'école favorisera la transformation de l'expérience d'apprentissage des élèves et le développement de leurs compétences à l'ère numérique, tout en offrant des installations de qualité à la hauteur des attentes des familles du secteur Vanier et de ses partenaires communautaires. Alors, toutes nos félicitations. On a hâte de voir cette école lorsqu'elle sera toute finie. Je vais vous parler de ce qui se passe au Musée canadien de l'histoire, Europe médiévale. Pouvoir et splendeur. C'est une exposition qui aura lieu, qui a déjà débuté la semaine dernière et qui aura lieu jusqu'au 20 janvier. 20 janvier 2019, alors l'année prochaine. Alors, au Musée canadien de l'histoire, entrez dans le fabuleux monde de l'Europe médiévale. Faites la connaissance de puissants monarques, de valeureux chevaliers, de fervents dirigeants religieux et d'artisans talentueux. Découvrez la vie opulente de la cour et l'animation des centres urbains émergents. Vous pouvez admirer la beauté et la vibrance d'un art qui a fait la renommée de cette période et soyez témoins de la formation d'État et de culture qui existe
toujours. Alors, pour illustrer cette époque fascinante de l'histoire, Europe médiévale, pouvoir et splendeur, réunit plus de 200 artefacts remarquables qui proviennent du célèbre British Museum. Alors, une exposition réalisée par British Museum en collaboration avec le Musée canadien de l'histoire, ouvert jusqu'au 20 janvier l'année prochaine, alors 2019. Alors, on a amplement de temps d'aller le visiter et peut-être qu'on aura un invité qui pourra nous en parler avant la fin de notre saison. Laissez-moi vous dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je réserve le reste pour notre prochaine émission. Alors, en tout premier plan, nous allons parler avec Mariette Théberge. Elle est auteure de Boule de poil a disparu. Elle est ici pour nous parler de son livre. On va aussi parler de son premier roman, de son premier livre pour jeunes et puis des prix qu'il a reçus. Émilie Laramie, traductrice du livre Décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves, elle est ici. Elle va nous parler de son travail en tant que traductrice, mais aussi de l'œuvre comme telle et de son importance. Monsieur Marc Charon aussi est ici, le directeur de la collection Traduction aux presses de l'Université d'Ottawa. On continuera la discussion au sujet du livre Décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves. Et ensuite, notre expert techno, Donny Lima, sera ici pour nous épater avec ses connaissances. Tout ça aujourd'hui à Entre nous. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Pour manœuvrer correctement votre kayak, la posture de votre corps est un facteur très important. Tenez-vous bien droit et détendez vos épaules. C'est le torse qui accomplit la tâche. Les bras et les épaules transmettent votre énergie et votre force vers la pagaie. Assurez-vous de faire pivoter votre torse et évitez de trop courber les poignets, ce qui pourrait provoquer des tensions inutiles. Je vous lance l'invitation d'être là à chaque semaine avec ma brochette d'invités de chroniqueurs. On parle de toutes sortes de sujets. Je suis certaine que vous allez être intéressés. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va parler de livres pour les jeunes. Auteure Mariette Théberge est avec moi. On parle, en premier plan, on veut parler du tout nouveau livre, Boule de poil a disparu. Mais aussi, on veut parler du premier livre que vous avez écrit parce que je pense que les deux sujets sont importants, mais il y a des nouveautés dans tout ça. Alors, je vais mettre celui-ci, comme ça les gens peuvent voir. Ça, c'est le plus récent, oui, n'est-ce pas? Celui qui est disponible maintenant depuis le mois de mai. Depuis le mois de mai. Ça fait environ un mois. Un mois. Bien, félicitations. Merci. Alors ça, c'est votre deuxième. Oui. Est-ce que l'écriture, ça a toujours été pour les enfants? Pour vous, l'écriture, c'est ça qui vous a toujours plu? C'est-à-dire que moi, il faut que je précise que j'ai eu une formation en éducation. J'enseigne à la Faculté d'éducation de l'Université d'Ottawa en didactique des arts. J'ai toujours été près du théâtre. J'ai écrit de la poésie, publié de la poésie dans les années 90 et je voulais reprendre une démarche artistique. Alors, j'ai suivi des ateliers d'écriture, dont des ateliers d'écriture pour jeunesse. Okay. Et c'est à la suite de ces ateliers-là que j'ai décidé, j'ai commencé l'écriture, j'ai commencé à amorcer l'écriture de romans jeunesse. Mon premier livre, Mon frère est une fille, est sorti en novembre 2017 et celui-ci est sorti par la suite en mai. Au mois de mai. Peut-être qu'on peut parler du premier livre. Oui. Celui-ci, on va le revenir sans doute. Je trouve que le sujet du premier livre est vraiment très important. Je vais l'afficher ici pour que les gens puissent le voir. Mon frère est une fille. Oui. Et puis, c'est un sujet, je pense, important. Et peut-être qu'on ne voit pas aussi souvent dans la littérature pour les jeunes qu'on le voit dans les articles et dans la littérature pour les personnes plus âgées.
Oui, effectivement, ça pose quelques défis parce que quand on parle de littérature jeunesse, c'est un roman de 5000 mots. Là. Alors, à ce moment-là, faut cibler des choses qui peuvent rejoindre, qui vont trouver un certain chemin jusqu'à la sensibilité des jeunes et même des adultes. Et en même temps, il faut vraiment cerner ce qu'on est en train d'écrire. Mon frère est une fille, j'ai commencé à l'écrire en 2016, en même temps qu'il y avait des discussions au Parlement d'Ottawa. Je suis de la région, moi, j'habite la région, alors on ne peut pas dire que ce qui se passe au Parlement, on n'en entend pas parler. On vit dans cette atmosphère. Et par la suite, en 2017, la loi a été passée. Et une des questions fondamentales que je me suis posée, mais un jeune de 5 ans ou une jeune de 5 ou 6 ans, qui, selon sa propre perception, s'est toujours affirmé, non pas selon le sexe de son corps, mais selon ce qu'il ressent. Mais c'est un poids incroyable actuellement parce que nous sommes au début de ce changement-là. Même comme adultes, nous avons été formés en ayant comme prémisse que nous sommes des hommes et des femmes. Oui, c'est un ou c'est l'autre. C'est un ou c'est l'autre, ça finit là. Nos informations sont tenues selon qu'on est des hommes et des femmes. Et à ce moment-là, comment un jeune, justement, c'est l'histoire de Lee, qui arrive à l'école et pour lui, il aime s'habiller en fille, il aime jouer des jeux de filles, il se considère comme une fille. Et puis là, tout d'un coup, il se rend compte que socialement parlant, ça crée un malaise. Alors, c'est sa sœur, c'est là que je me suis rendu compte. Au début, j'ai écrit un monologue où est-ce que je le faisais parler et c'était intenable. Je me suis dit, je peux pas mettre ça pour des jeunes, ça n'a pas de sens. Là. Je veux pas les faire pleurer non plus. Là. Alors, j'ai inventé le personnage de sa grande sœur et c'est par le biais de sa grande sœur qu'on arrive à comprendre ce que lui peut vivre. Donc là, c'est un dilemme et ce livre-là a été retenu pour le droit dans la catégorie jeunesse comme finaliste et il a été aussi retenu par le prix L'Espiègle. Et ça, c'est important d'être retenu par des catégories de prix comme celui de L'Espiègle et le droit, parce que L'Espiègle donne accès à ce livre-là maintenant dans les bibliothèques scolaires. Et il est possible qu'il soit aussi, qu'il devienne un appui pour les discussions qui vont avoir lieu au sujet de l'éducation à la sexualité, les nouveaux programmes qui vont sortir à partir de l'automne. C'est incroyable parce que je pense que pour les jeunes, de pouvoir lire un livre et de peut-être s'identifier, c'est le début de la conversation pour eux. Tu sais, quand on ne sait pas trop comment dire, vous visez quel âge à peu près pour ce livre-là? Ce livre-là peut être pris. D'ailleurs, on conseille aussi que ce soit les enseignants ou les parents. Parce que, vous savez, quand on parle d'un personnage, on parle du personnage, c'est le personnage, c'est pas soi. Donc, il y a des choses qu'on peut révéler de soi sans se sentir menacé, sans sentir que peut-être que je vais être jugée parce que je dis quelque chose. Alors, à ce moment-là, je veux dire, on conseille que des adultes aussi l'abordent avec des enfants autant de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ans. Parce qu'il y a le personnage de la plus vieille qui a 11 ans. Et la question est posée, oui, mais si ton frère est une fille, est-ce qu'il va pouvoir être aimé comme ça? Est-ce que toi, tu accepterais que ton frère, et si ton frère était une fille, comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu l'appuierais dans sa démarche? Donc, il y a toute cette possibilité de discussion-là, mais par le biais de personnages. Et non pas par des confrontations en disant, est-ce que toi, tu es... Non, parce que ça, je veux dire, ça met trop... c'est un cheminement. Et je pense que les enfants qui font ce cheminement-là nous apprennent à nous, actuellement, comme adultes, comment nous pouvons les appuyer dans cette démarche-là, comment nous pouvons les accompagner. Et c'est un long processus que nous-mêmes, nous avons à faire. Oui, tout à fait d'accord. Moi, je te remercie d'avoir écrit un livre comme ça. Je pense que c'est génial pour les jeunes de pouvoir avoir quelque chose qui peut peut-être les aider à se lancer dans une conversation ou avec leur famille. Alors, voilà le premier. On a été retenus. Il y a eu des démarches. C'est extraordinaire. Il fait son chemin. Mais là, maintenant, on passe du mois de mai, on est rendu novembre, au mois de mai, boum, on en a un deuxième. On en a un deuxième. Mais cette fois-ci, un petit peu différent. Boule de poil a disparu. Quand on écrit et qu'on sait, parce que j'ai su qu'elle allait être publiée peut-être au mois de mai ou juin l'année dernière, et là, je me disais, mais c'est un autre défi. En publier un, c'est quelque chose, mais on se dit, je ne veux pas arrêter. Alors, en publier un deuxième, c'est un autre défi. Et je voulais aller dans une zone émotionnelle différente. Et en même temps, il y a toujours un dilemme social. Ça se passe dans un quartier, ça se passe dans mon quartier. Moi, j'ai un lapin qui se promène encore la fin de semaine, je le regardais, là, il était dans le cours chez nous, il se promène dans notre quartier, hiver comme été, ce lapin-là. Et bon, ça m'a inspirée parce que, je veux dire, si des enfants perdent un lapin, et surtout que ce lapin-là,
il était offert à une petite fille quand il y a eu la séparation. Okay. Et son père est parti, sa présence lui manquait beaucoup. Alors un jour, son père est arrivé et dans une boîte, il y avait le lapin. Okay. Alors pour elle, le lapin a une signification affective tout à fait particulière. Mais voilà, un jour, elle s'en va au clapier et le lapin a disparu. Et son meilleur ami Will, qui est le chevalier servant, ils ont une grande amitié, il l'aide à trouver. Mais à un moment donné, Will a été le dernier à voir le lapin dans le clapier et Will découvre qui a ouvert la porte du clapier. Mais s'il dit qui a découvert, à ce moment-là, il devient délateur. Et actuellement, il est en quelque sorte accusé. Et parce que c'est lui le dernier qu'on sait. Qu'on sait qu'il a touché le lapin. Mais les autres commencent à se douter que peut-être que c'est lui, donc on le désigne comme coupable et on l'accuse quasiment d'être menteur. Donc il est pris entre ses amis, et c'est lui qui organise l'enquête. Oui. Donc en trouvant qui, il se trouve à qui a volé. Il y a un dilemme. Oui, il y a un dilemme. Et dans le fond, le vol du lapin est pour aussi... Le départ du lapin est pour qu'on puisse parler avec les enfants de la loyauté en amitié, la confiance qu'on peut avoir. Il est pour parler aussi, si on fait un mauvais coup, est-ce qu'on le dit? Si on sait qui l'a fait, est-ce qu'on le dit? Comment on interagit? Parce que les jeunes sont pris à 8, 9, 10, 11 ans, 12 ans, même plus jeunes que ça. Ils sont pris avec des problèmes que nous avons comme adultes, mais quelquefois on les règle différemment. Mais eux, ils se demandent vraiment quelle orientation ils peuvent se donner. Et comment ils peuvent rester fidèles en amitié tout en ne trahissant pas, tout en respectant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ma vie, dans mes lectures d'adultes, j'aime quand un livre commence tout de suite. Oui. Mais je l'ai ouvert, lui, hier, l'histoire commence tout de suite. Tout de suite, on sait qu'est-ce qui se passe, les personnages sont troublés, ça commence tout de suite. Alors, les jeunes sont attirés par ça. Ils vont pouvoir tout de suite vouloir suivre le drame, si on veut, à savoir jusqu'à la fin, si on le trouve, le fameux boule de poil, on ne le dira même pas. Non. On le dira même pas. Et vous voyez, moi, c'est un peu ce que j'aime, c'est que dès le début, le titre le dit, là. Holly est une fille, même si c'est un garçon. Donc, vous le savez. Ça, ici, il a disparu. On le sait tout de suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Écoute, je veux inviter les gens à aller se procurer ces deux magnifiques petits bouquins pour les jeunes. Toutes les bonnes librairies sont disponibles. Vendouest.ca, c'est un site web aussi où on peut aller visiter. On a déjà hâte de voir ce qui s'en vient après. Il va sûrement en avoir un troisième. C'est dans les manèges déjà, le troisième? Oui, j'ai beaucoup de projets. Je manque pas d'idées. Tu manques pas d'idées, j'aime ça. Je manque vraiment pas d'idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Alors, Mon frère est une fille, le premier qui est apparu au mois de novembre l'année passée, et le tout nouveau, Boule de poil, a disparu dans toutes les bonnes librairies. Nous allons à la pause. Puis à notre retour, nous allons parler d'un autre livre, cette fois pour les plus grands. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Toujours eu peur de ses réactions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 1
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Le livre s'appelle « Décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves », mais ça a été écrit en anglais. Nous avons avec nous Émilie Laramé, elle est traductrice du livre. Bonjour, Émilie. Bonjour. Écoute, faire la traduction, là, moi, des fois, mes enfants me disaient « Maman, j'ai un projet, tu peux traduire pour moi? » C'est tellement pas... Tu sais, je suis quand même très, très bilingue. J'ai fait la télé en anglais et en français. C'est pas évident de faire une traduction. Non, c'est pas juste mot pour mot. Non, mais c'est pour ça qu'on a une formation aussi à l'université, parce qu'il ne s'agit pas d'être bilingue pour faire des traductions. Donc, il faut être capable de penser dans la langue d'arrivée, dans la langue dans laquelle on traduit. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Alors... La langue dans la tête doit être celle, disons, en français, puis après ça, le livre est en anglais? Ou comment on réfléchit quand on lit un livre? Disons, celui-ci, c'est en anglais. Alors, tu le lis en anglais? Oui. Puis, est-ce que c'est au fur et à mesure qu'on fait de la traduction en écrivant des choses? Ou est-ce qu'on lit tout le livre en premier pour avoir une idée de ce que c'est? Généralement, oui. C'est ça que j'ai fait avec celui-là. Je l'ai lu une première fois en anglais, juste pour me faire une tête sur le livre. Okay. Puis aussi, ça a été écrit par 2 auteurs, donc il fallait aussi que je l'adapte pour que ce soit comme si c'était juste une personne qui parlait, parce que je suis seulement une personne. C'est vrai? Donc, c'est ça. C'était pour me faire une idée. Puis après ça, j'ai commencé la traduction. J'ai commencé à penser à comment j'allais dire ça dans mes mots. Mais il faut dire qu'on va parler avec notre prochaine invitée, avec qui tu as la chance de travailler. C'est durant tes études que tu as commencé à faire ce travail-là. Alors ça, c'est vraiment très épatant. C'est-à-dire quelqu'un avec confiance en toi. Oui, effectivement. Ben, bravo, félicitations. Merci. Mais le travail semble vraiment très important. Le livre, je devrais dire, je crois qu'on a peut-être une image, sinon je vais le mettre juste comme ça. Oui. Décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves. C'est un titre important, ça, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, des jeunes qui rentrent à l'université, puis bof, si ça semble lointain, le futur, absolument, le travail, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Est-ce que je suis même dans le bon département? C'est important pour toi de traduire ce livre-là? Oui, en fait, parce que c'est un livre qui permet de faire le lien entre ce qu'on apprend à l'école, ce qu'on apprend pendant les études postsecondaires et le marché du travail. On se dit, oui, c'est loin, puis ce que je fais à l'université ou ce que je fais au cégep, ça peut-être pas de lien avec ce que je vais faire plus tard, mais en fait, c'est le contraire. Oui. On est là pour acquérir des connaissances, oui, mais pour être capable de se développer, c'est l'endroit idéal pour se développer, faire des erreurs et en fait, développer des compétences qui sont utiles sur le marché du travail aussi, comme la communication, les travaux de groupe, les dissertations. C'est toutes des versions de tâches qu'on fait à l'école, qu'on va faire aussi sur le marché du travail. En faisant ce travail, cette traduction, est-ce que toi-même, tu as trouvé des astuces à l'intérieur en disant « Ah ouais, c'est une bonne idée, ça! » Bien, en fait, oui. Je pourrais pas dire... Il y a rien d'écrit pour rien dans ce livre-là. C'est ce dont je me suis rendu compte quand je l'ai traduit. Puis quand j'ai eu l'objet dans mes mains, j'ai regardé juste pour le relire, parce que c'est le fun d'avoir un livre avec son nom dessus. Puis j'essayais de trouver des bonnes citations. Puis je disais « Ah ouais, ça c'est bon. Ah oui, ça c'est bon. » Fait que je me suis retrouvée avec plein de post-it à l'intérieur pour dire tout était bon dans ce livre-là. Donc, c'est que des bons conseils. C'est beaucoup de gros bon sens. Comme il faut travailler. On n'achète pas un diplôme, il faut travailler pour son diplôme. Donc, c'est les étudiants qui font ce qu'ils veulent de leurs études, du temps qu'ils vont passer à l'université ou au cégep pour se développer le plus possible. Et puis, j'ai eu la chance... La beauté de ce livre-là, c'est que on peut le retrouver gratuitement en format PDF, n'est-ce pas? Alors, j'ai eu la chance. Mais ça, c'est un cadeau comme tel. Qui a décidé de pouvoir l'offrir comme ça? C'est les presses de l'Université d'Ottawa. Wow! Alors, j'ai cliqué pour aller voir, justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur. Il y a tellement de chapitres, puis chaque chapitre, c'est vraiment tellement bien indiqué les choses qu'on peut apprendre à l'intérieur. Alors, se préparer, décrocher un bon emploi, on parle des études postsecondaires, les compétences, les présentations orales, les travaux de groupe, s'organiser. C'est toutes des choses qu'on fait, pertinentes au travail. Alors là, on pense à ce qui se passe à l'université, mais après ça, on pense aussi à des sujets comme... préparer son CV, préparer ses entrevues. Exactement. Puis, des problèmes pratiques à l'école, au travail, dans la vie, comment résoudre des choses. Alors, on passe vraiment de l'école, ce qu'on doit faire, le travail, les situations auxquelles on va faire face et le après, n'est-ce pas? Exactement. Puis un des messages centraux, du livre, c'est qu'il faut faire à l'école ce qu'on aime, ce qui nous passionne, parce que c'est la meilleure façon d'être heureux dans la vie aussi après. Donc, si on est heureux dans ce qu'on étudie, il ne faut pas penser tout de suite au travail qu'on va avoir après, pour les raisons pour lesquelles on le fait. Est-ce que c'est vraiment juste pour avoir un emploi après? Pas nécessairement. C'est si on fait ce qu'on aime, on va finir par faire ce qu'on aime dans la vie aussi.
Oui, mais en disant ça aussi, on sait que c'est pas toujours tous les cours qui vont nous plaire. Je suis peut-être dans le bon département, dans le département de sciences, puis il y a un cours en particulier qui est comme... Mais si je sais dans ma tête que ça mène là où je veux aller... Oui, effectivement. Puis ça aussi, ça ouvre des horizons, ça donne une culture générale. On peut toujours aller tirer quelque chose qu'on aime moins. On peut toujours aller tirer du bon des cours qu'on trouve moins intéressants, disons. Alors, on parle pas uniquement du succès à l'école, on parle du succès au travail et dans la vie après. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on marie tout ça? Bien, justement, en se disant que si on fait ce qu'on aime à l'école, on va finir par faire ce qu'on aime dans la vie, puis c'est ce qui va mener au bonheur. Donc, les auteurs ont de grandes aspirations, là, dire comme si ce que vous faites à l'école, vous aimez ça, bien, vous allez pouvoir découvrir le bonheur dans la vie. Mais dans le fond, ça va de soi. C'est si on fait quelque chose qui nous passionne, on va toujours rester... on ne fait jamais quelque chose qui nous passionne, qui nous rend malheureux. Oui. Donc, voilà. Mais là, ce qui est le fun, c'est que quand on regarde le livre, qui est en français, on voit les auteurs, Thomas R. Klassen et John A. Dwyer, mais là, ça dit traduit par Émilie Laramie. Est-ce que c'est plaisant de voir Absolument. son nom sur un livre comme ça? C'est ton premier en plus. Oui. Ton tout premier, oui. que tu as commencé pendant même pendant mes études, oui. Je l'ai fait, et en travaillant à temps plein aussi. Donc, je le faisais. Je travaille un peu dans le même domaine, donc c'était pas aller chercher trop loin que de traduire ce livre-là, là, mais quand même. Là, est-ce qu'il y a un autre projet qui s'en vient, une autre traduction qui a déjà commencé? Ou... J'ai une traduction d'une nouvelle qui va être publiée dans une revue québécoise au mois d'octobre. Mais ça veut dire que tu suis ta passion, tu es dans le métier. Exactement. Tu veux aller. Oui. Alors, si tu devais dire aux jeunes, OK, pourquoi, la raison numéro 1, pourquoi on devrait se procurer ce livre-là? Parce que c'est du gros bon sens. Parce que des fois, ça fait du bien de se faire rappeler c'est quoi le gros bon sens. Oui. Puis ça nous donne une ligne à suivre sur comment retrouver ce gros bon sens-là dans les études, quand des fois on se sent un peu perdu ou quand on ne sait pas quoi faire, comment faire une dissertation, comment faire des travaux de groupe. Puis quand on se demande à quoi ça sert, tout ça, dans le fond. Puis je l'ai trouvé facile à lire, dans le sens que c'est pas extrêmement, c'est pas scientifique. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ça se lit très bien, ça se lit presque comme un roman. Écoute, toutes nos félicitations. Merci. Où est-ce qu'on peut se procurer le livre ou le PDF gratuit? Dans toutes les bonnes librairies, aux presses de l'Université d'Ottawa, entre autres, et sinon sur le site de l'Université d'Ottawa, le PDF, sur le site de la bibliothèque, oui. Félicitations. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette traduction. Merci. On a déjà hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le futur. Bon, maintenant, on va aller à la pause. Et puis à notre retour, M. Marc Charron, qui a travaillé avec Émilie par rapport à ce livre-là, va nous parler un petit peu plus du livre, peut-être un petit peu plus d'Émilie, mais aussi de ce qu'il fait comme directeur de la collection Traduction littéraire aux presses de l'Université d'Ottawa. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand est-ce que c'est qu'il va chanter? Et dans combien de murs de suite on va se planter? Et c'est le désert au parterre. La grosse femme s'époumonne et refuse de se taire. Vents illusoires. De trop. Vent du rêve, pas de la déprime. En gros plan ralenti, comme dans les tu peux faire ton cinéma. Dis-toi que la vérité, elle te
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, on parlait du livre « Décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves. Comment maîtriser les compétences essentielles menant au succès à l'école, au travail et dans la vie ». Monsieur Marc Charron, professeur à l'École de traduction à l'Université d'Ottawa. Bonjour. Bonjour. Écoute, c'est tout un défi, ça, de savoir qu'une étudiante, toujours dans le programme, a eu ce travail de traduire un livre d'une grande importance comme celui-là. Oui, absolument. En fait, les presses de l'université avaient communiqué avec moi en me disant « Est-ce que tu connais quelqu'un digne de confiance à qui on pourrait confier ce travail de traduction d'un ouvrage qu'on veut faire paraître en libre accès? » Et je leur ai dit « Écoutez, je connais quelqu'un à qui j'ai enseigné je crois que c'était le trimestre précédent, en qui j'ai amplement confiance, qui je sais sera extrêmement autonome. » Et donc, on a eu une première réunion avec Émilie et la directrice des presses. Et puis, voilà, je pense que les presses ont été rapidement convaincus comme moi qu'Émilie était la personne vraiment tout indiquée pour traduire ce livre. C'était un livre qui est apparu à quel moment? Ben, qui vient de paraître en fait. OK, alors c'est quand même un nouveau livre. C'est pas un livre qu'on a pris là, d'il y a 5 ans. Non. Le livre en anglais a été publié au départ, sauf erreur, aux presses de l'Université de la Colombie-Britannique, UBC. Donc, qui est une presse aussi, une université importante au Canada, une presse universitaire assez prestigieuse. Et les presses de l'Université d'Ottawa ont choisi de faire paraître une version française. Et ce qui est particulier, je sais que tantôt, Émilie en a glissé un mot, mais ce qui est particulier de ce livre-ci, sa version française, c'est qu'il faut penser que, en raison du contexte particulier francophone, tant ici en Ontario français qu'au Québec, il y avait des adaptations. Non seulement elle a dû le traduire, mais il fallait quand même penser à tout ce contexte, par exemple, québécois, c'est-à-dire là où il existe des cégeps, alors qu'il n'en existe pas au Canada anglais. Il y avait tout un travail d'adaptation quand même. C'est là où il faut qu'on trouve les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes paroles. Oui, et surtout les bonnes idées qui sont propres à ce contexte d'accueil qui est dans ce cas-ci complètement nouveau, là. Donc, oui, et je sais que donc, les presses ont été absolument ravis du travail qu'a effectué Émilie. Félicitations. Je trouve ça vraiment bien quand quelqu'un peut se développer comme ça, même aux études, avant même de pouvoir commencer une carrière qui, évidemment, sera exceptionnelle pour elle. Oui, absolument. Alors, votre titre, vous, c'est directeur de la collection Traduction littéraire aux presses de l'Université d'Ottawa. Ça veut dire quoi, ça? Bien, en fait, co-directeur. Co-directeur. J'ai une collègue. C'est pas juste vous. OK. J'ai une collègue, Louise Von Flotto, de l'École de traduction de l'Université d'Ottawa, et ensemble, on co-dirige cette collection en traduction littéraire. C'est une collection qu'on a créée en 2010. On en est à 11 titres. Un 12e paraîtra à l'automne. Et c'est essentiellement une collection qu'on a voulu créer pour, enfin, remplir 2 mandats, 2 objectifs précis. Le premier, c'était qu'on voyait que dans le paysage canadien, où il se fait de la traduction littéraire, il y a une variété, une énorme variété d'auteurs au Canada, mais quand ça vient à la traduction littéraire, il y a en fait quand même un nombre relativement peu élevé de joueurs. Et donc, on se disait, nous, pour nos étudiants qui veulent se lancer dans le domaine de la traduction littéraire, il faut leur donner un coup de pouce. Et c'est assez difficile de se tailler une place dans un domaine où il y a beaucoup d'excellents traducteurs chevronnés. Et comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce cercle-là? J'allais dire, c'est un travail qu'on peut faire pour toujours. Alors, alors c'est pas comme le joueur de hockey là, qui peut jouer jusqu'à 35 ans. Alors, si on est un très bon traducteur, traductrice, c'est quelque chose qu'on peut faire jusqu'à ce que ça nous tente plus. Alors, quand on est tout nouveau, se faufiler une place, ça doit être un petit peu plus difficile. Oui. Donc, il y avait ce premier objectif. Et l'autre aussi, c'est qu'à l'université, on a un programme de maîtrise où il y a une orientation propre en traduction littéraire. Et donc là, l'idée, c'était que les étudiants produisent un travail, une thèse,
mais que la thèse puisse déboucher concrètement sur quelque chose. Donc, bon nombre des titres, des 12 titres là, auxquels je faisais allusion tantôt, sont en fait des projets de thèse d'étudiants de maîtrise qui sont devenus des ouvrages concrets, traduits, publiés par les presses de l'Université d'Ottawa dans cette collection de traduction littéraire. Quand on parle de l'école de traduction, est-ce qu'on parle uniquement de l'anglais au français, de français à l'anglais, ou est-ce qu'il y a d'autres langues mélangées dans tout ça? Non, c'est surtout de l'anglais vers le français, le français vers l'anglais. Et on a aussi, pour l'anglais et le français, ce qu'on appelle, nous, une filière trilingue, c'est-à-dire où l'espagnol fait aussi partie de la formation des étudiants au premier cycle. D'accord. Ça, c'est au premier cycle. Et à la maîtrise, il y a des étudiants qui s'intéressent à la traduction littéraire, peuvent travailler dans d'autres langues, donc à la condition qu'on puisse, nous, si on a des collègues qui sont capables, qui maîtrisent ces autres langues que l'anglais et le français. Mais alors, si quelqu'un nous écoute à la maison, on dit, c'est quoi, ça m'intéresse au bout de ça, la traduction. Comment on peut rentrer dans ce programme-là? Est-ce qu'il y a un programme qu'on doit faire en premier, ou est-ce que vraiment on peut rentrer au niveau 1, traduction? Oui. Ben, enfin, il y a un examen d'admission au baccalauréat. Au premier cycle, il y a un examen d'admission. Mais si on réussit l'examen d'admission et si on sent qu'on a des aptitudes linguistiques là, ou interlinguistiques, dans ce cas-là, oui, on commence. Et puis, bon, on voit que dans certains cas, je ne dis pas que c'est nécessairement la norme, mais on voit que dans des cas particuliers, comme celui d'Émilie, vous l'avez mentionné tantôt, Émilie n'avait pas terminé son baccalauréat au moment où elle a commencé son travail. Et c'est assez magnifique. Elle termine, son livre paraît au même moment où elle termine ses études de bac. Extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire comme Merci beaucoup. Écoute, à la maison, décrocher son diplôme et l'emploi de ses rêves, il faut les trouver à presse.uottawa.ca. Vous pouvez aussi aller le décrocher gratuitement en format PDF. On s'en va à la pause. À notre retour, Donny Lima. Bougez pas. Lorsque je me sens seul, et ça m'arrive souvent, je pense à toi qui attends mon retour. Je marche et je jongle, j'ai peur que tout s'effondre. Sauras-tu m'attendre pour toujours? Tes yeux sont clairs, tes pensées sont pures, t'es la plus belle que j'ai connue. Quand je te vois sourire, je me sais comment te dire, tu es celle que j'ai toujours voulu. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donny Lima, quand ça vient temps de parler de technologie, il les a les informations. On est toujours content quand tu reviens nous visiter. Et puis, j'ai lu les choses auxquelles on va parler aujourd'hui. OK? Il y a tellement de choses que je ne connais pas. En premier plan, Vero. Un nouveau réseau social qu'on appelle Vero. V-E-R-O. Oui, Vero du latin vérité, veut dire vérité. En fait, en anglais, ils disent Vero de True Social Network, donc un réseau social qui est
plus véridique. OK. Oui, parce que là, ça a l'air que ça veut rivaliser Facebook, ça? Facebook et surtout Instagram, parce que c'est le principe d'Instagram avec des photos, principalement des photos. Je peux quand même partager des liens, de la musique, des trucs comme ça, mais ça va être principalement des photos qu'on va partager. OK. Et la raison du nom, vérité, c'est parce qu'ils se disent plus connectés sur les autres personnes qui sont sur le même réseau social. Et ce qu'ils veulent faire, eux, en fait, moi, personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup de ce réseau-là ou de cette application-là, c'est le fait que, premièrement, il n'y a pas de publicité. Ah, bingo! Juste là, ça me tente de le mettre sur mon téléphone. Deuxième chose, c'est que tout est en ordre chronologique. Parce qu'on sait maintenant que les Facebook, puis donc c'est un petit visuel de quoi ça a l'air. Donc les Facebook, les Twitter, les Instagram, tout ça, c'est pas en ordre chronologique. C'est des algorithmes qui disent, bon, ben je pense que tu vas voir cette publication-là. Eux, ils devinent ce qui m'intéresse. Exactement. Mais moi, personnellement, des fois, je veux savoir en ordre qu'est-ce qui se passe. T'sais? Fait que c'est ce qu'ils offrent, eux. Puis ce qui est intéressant, bon, ben on va se dire, ben il n'y a pas de publicité, comment ils font de l'argent? Mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, eux, ce qu'ils ont dit à l'origine, c'était le premier million d'abonnés, c'était gratuit. Maintenant, ils sont rendus à 3 millions d'abonnés, c'est toujours gratuit. Je vais aller voir ça aujourd'hui. Comment ça qu'on ne connaît pas ça, ces choses-là? Bien, en fait, ça a commencé à être connu au début de l'année. C'est là qu'on a commencé, on a vu c'est pour ça qu'on en parle un petit peu, c'est qu'au début, ils avaient peut-être quelques dizaines de milliers d'abonnés. Puis là, ils sont rendus à 3 millions en l'espace de quelques mois. Fait qu'ils commencent à avoir un engouement. Par contre, l'autre côté de la médaille, c'est qu'il y a eu un petit problème, un petit hic. Au début, dans les termes d'utilisation, les contenus qu'on mettait sur le réseau à eux, ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Oups! Fait que ça fait quelqu'un a vu ça. Ouais, quelqu'un a vu ça dans les termes et conditions. Ouais. Là, ils ont ajusté ça. Donc, ils peuvent quand même le partager, mais le contenu, maintenant, nous appartient. Okay. Fait que c'est pour ça que ça fait les nouvelles un petit peu il n'y a pas très longtemps. L'autre défi qu'ils ont, c'est le même défi, en fait, que Google Plus a eu. Parce que Google, qui est énorme, ont sorti leur application Google Plus il y a quelques années. Ça n'a pas vraiment marché. Puis le problème, puis moi, je le vis présentement, c'est que je vais sur Véro, mais j'ai une personne qui est sur le réseau. Donc, il n'y a pas assez de monde encore. Il n'y a pas assez de monde encore et le monde sont très attachés à leur plateforme, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Instagram. Le monde sont très attachés là. Ils ont de la misère à migrer vers d'autres applications. Mais c'est intéressant à voir qu'est-ce qui va venir de cette application-là. Moi, j'aime beaucoup l'interface. Très simple, très facile à utiliser. Mais je vais aller regarder ça. C'est intéressant au bout de ça. OK, là... Je peux même pas croire qu'on parle de cet homme, mais il faut le faire. On va le faire. Le fameux président à l'autre bord de la rivière. Oui. La frontière même. Ça a l'air qu'il y a 2 téléphones. 2 iPhones, lui, hein? Oui. Donc... Ça me surprend qu'il n'y en a pas plus. Bien, ils disent qu'il y en a au moins 2. Donc, ça se peut qu'il y en ait plus. Oh, oui. Donc, qu'est-ce qui arrive avec... D'abord, on en parle dans le domaine de la technologie aussi. Comme on sait, le président Trump est un grand adepte de Twitter. Oui, sauf qu'il pourrait avoir des crises sans faute d'autographe. Non. Puis il tweet n'importe quoi. Oui, puis en une lettre majuscule, il est toujours là fâché. Oui, mais il va peut-être trouver une excuse pour ça. La raison, c'est que en tant que président des États-Unis, à la Maison-Blanche, normalement, les appareils qu'on utilise, les appareils téléphoniques intelligents, on doit les soumettre à l'équipe de sécurité de la Maison-Blanche qui, eux, les vérifient périodiquement. Oui. Donc, Donald Trump, il y en a un pour ses appels vocaux seulement, donc juste pour les téléphones, puis il y en a un pour son Twitter puis ses applications de nouvelles. Fait qu'il utilise ces deux-là. Celui avec le vocal, il n'y a pas de problème. À tous les mois, il les remet, il vérifie s'il n'y a pas eu de tentative de piratage ou des trucs comme ça. Et il n'y a pas de problème, il remet. Mais celui de Twitter, il y a de la misère à le donner pour le faire vérifier. Parce qu'il sait que s'il le donne, la personne va le pitcher dans le lac à côté. Ça, ou il va avoir une excuse de dire « Ah, ben voyez-vous, je me suis fait pirater, c'est pas moi qui ai écrit ces tweets-là. » C'est ça. Mais c'est intéressant de comparer, si on regarde en 2004, quand Obama a entré en fonction, c'était les BlackBerry qui étaient la fureur. Et Obama, il a fallu qu'il y ait un BlackBerry spécial, parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de GPS sur ce BlackBerry-là. C'était un BlackBerry juste pour écrire des courriels bien ordinaires. Et si on regarde maintenant, quelques années plus tard,
la différence ou est-ce que... Oui, mais il capotait, là, lui, Trump, au début, il dit, regarde la Hillary avec son téléphone, blabla, mais il fait la même chose. Il s'est pas vu. Ouais. Ben il pourrait se faire ben pirater facilement. En tout cas. Ah, mais c'était cet homme-là. OK. Maintenant, autoroute à énergie solaire en Chine. Qu'est-ce que c'est, ça? Oui, donc c'est en Chine, dans la ville, je vais le lire parce que je suis sûr de le prononcer comme il faut, Jinan ou Chinan, je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais dans cette ville-là, en fait, prochainement, ils vont lancer une autoroute sur laquelle, en fait, la surface de l'autoroute, au lieu d'être en béton, ça va être une espèce de béton translucide. Et il y a des panneaux solaires en dessous qui vont accumuler de l'énergie, comme n'importe quel panneau solaire. Et c'est un tronçon de 1 km. Et sur ce tronçon-là, avec ces panneaux-là, ils vont être capables d'illuminer jusqu'à 800 maisons avec l'électricité qui va être prise de cette autoroute-là. Fait que ça, c'est la première étape. Donc, c'est un test qu'ils sont en train de faire. Puis, ça marche à cause des voitures passent ou ça marche à cause du soleil? Non, c'est juste que c'est une surface qui est utilisée. Tant qu'à utiliser une surface, mettre du béton puis que ça fait rien, c'est juste du béton. Mais là, tu utilises, au lieu de mettre à côté, surtout en Chine puis en Asie, là, il y a beaucoup de restrictions au niveau des espaces. Fait qu'au lieu de faire un champ avec des panneaux solaires, bien, on a des routes partout. Bien, pourquoi pas utiliser une route comme panneaux solaires? C'est ça le premier principe. Deuxième principe qui est intéressant, qui regarde à faire d'ici 2030, on sait maintenant qu'on a des chargeurs sans fil, comme pour les téléphones, mais eux misent beaucoup sur ça parce que d'ici 2030, ils prévoient qu'il va y avoir beaucoup de voitures autonomes, donc les voitures qui se conduisent tout seules ou des transports en commun autonomes, et ils pourraient utiliser ces autoroutes-là, panneaux solaires, pour deux raisons. Premièrement, ils pourraient avoir une façon de charger les véhicules au fur et à mesure où ils passent dessus. Et ce qui pourrait être intéressant, étant donné qu'il y a de la technologie dans ce béton translucide-là, bien, ça pourrait sécuriser les véhicules autonomes en mettant sur des senseurs ou des trucs pour guider ces véhicules-là, comme on pourrait prendre transport en commun, des trucs comme ça. Ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Qui serait très bien. Génial, les gens avec leurs idées. J'adore. OK. Je te garde avec moi. Oui. On va prendre une petite pause. On a encore plein de choses à discuter. C'est beau? Excellent. OK. Alors, restez avec moi. Donnie reste ici aussi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de souvenirs où le bitume reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Y'a mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise, j'aime. Un soir d'écume, quel massacre. Un soir de trêve, dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Donnie Liman, notre expert techno, toujours avec nous. On parlait des autoroutes à énergie solaire qui s'en viennent en Chine. Puis là, tu disais là, que c'est magique pour la neige. Oui, parce qu'il y a des capteurs, en fait, qui peuvent faire fondre la neige, donc pas besoin de déneigement. Fait que c'est plusieurs avantages. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déjà fait des tests en France et à Amsterdam. Concept similaire, sauf que c'était pour des voies cyclables ou des petites routes. Là, c'est vraiment la première fois, c'est une autoroute. C'est une vraie autoroute où il y a des camions qui vont passer. Fait que ça va être intéressant de voir les résultats. Ce qui pourrait s'en venir, j'aime ça. En parlant de choses qui s'en viennent, on sait toujours que durant l'été, Apple commence toujours à
nous donner des petits indices de ce qui s'en vient? Parce qu'ils lancent toujours à l'automne, leur nouveau téléphone. Bien, en fait, c'est ça. Les téléphones, c'est toujours à l'automne qui vont être lancés généralement au mois de septembre. Okay. Puis il y a une conférence qui a lieu au mois de septembre en général pour annoncer les téléphones. Okay. Mais ce qui s'en vient présentement, c'est le WWDC. Ça a l'air d'une affaire de lutte, mais c'est pas ça. C'est le Worldwide Developer Conference, donc la conférence des développeurs. Donc, toutes les personnes qui développent des applications, du contenu, des logiciels pour Apple, à chaque année, donc cette année, c'est entre le 4 et 6 juin en Californie, ça va avoir lieu. Et déjà des rumeurs, la machine à rumeurs a déjà commencé à partir par rapport à ça. Étant donné qu'ils ne vont pas vraiment parler de téléphone, ils vont surtout parler de logiciels, de nouvelles fonctions qui s'en viennent. Mais des fois, les fonctions ou les logiciels qu'ils développent nous donnent des indices sur qu'est-ce qui s'en vient en termes sur les appareils ou de nouveautés en tant que telles. Donc, première chose, iPad Pro. Donc, l'iPad Pro, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe, mais les rumeurs nous indiquent que peut-être, ce qui risque d'arriver avec l'iPad Pro, c'est qu'il va avoir un lifting, un petit peu, on va le rajeunir, et on va peut-être imiter le iPhone X. Donc, on va éliminer la bordure autour du iPad, et au lieu d'avoir le bouton pour déverrouiller, ça va être la fameuse caméra pour déverrouiller. Mais les gens à qui je parle sont pas sûrs qu'ils aiment ça. Mais moi, je l'ai, ça fait depuis décembre l'année passée que je l'ai. Ça prend quelques semaines à s'habituer. Mais une fois qu'on est habitué, honnêtement, personnellement, moi, je trouve que ça va bien. Fait que tu le mets devant toi, puis ça se déverrouille. Une seconde, là. Une seconde, c'est très, très rapide, ça se déverrouille. Ça marche pas tout le temps parce que... Mais tu sais, moi, là, comme entre nous, là, j'ai l'air de ça, là. Mais le matin, là, à 4h20, là, quand mon alarme sonne, puis je vais m'assurer que mon client est prêt, là, tu sais, je me ressemble plus, là. Non, en fait, c'est drôle que tu dis ça parce que moi, quand j'ai acheté mon téléphone, puis j'ai fait le test avec le visage, j'avais pas de barbe. Puis là, je me suis laissé pousser la barbe, puis ça marche parce que ça mesure, en fait, les profondeurs dans ton visage. Donc, c'est ça que ça mesure. La seule chose que ça marche pas très bien, c'est quand tu portes des lunettes de soleil. Fait que si tu portes des lunettes de soleil... Oui, parce que là, tes points sont exactement. cachés. Fait que là, des fois, quand il le reconnaîtra pas. Mais en général, là, moi, je trouve que ça va très bien. OK, alors, on revient. Alors, il pense enlever la bordure. La bordure et enlever le Touch ID puis ajouter le FaceTime là, pour déverrouiller l'iPad. Donc, c'est la première chose. Deuxième rumeur, ça serait un deuxième iPhone. Pas sûr comment on l'appellerait parce que ce ne serait pas un lancement, mais ce serait peut-être plus une mise à jour ou une version économique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du 10. Oui, parce que le 10 est exorbitant. Exactement. Donc, ce qu'ils pensent peut-être qu'il va arriver, soit ils vont sortir une version plus cheap, là, plus simplifiée, peut-être qu'il n'y aura pas le Face ID. Il avait fait ça avec le 5. Oui, exactement. 5 ou 5C, 5S. Il a fait le 5C, puis ils ont fait le 5SE. Oui, quelque chose comme ça. Là. Fait que peut-être on s'attend à quelque chose comme ça, ou... S'ils ne vont pas dans cette direction-là, ils vont peut-être aller avec un iPhone 10 toujours, qui va être dans la même gamme de prix, mais avec plus de fonctions. Fait que c'est pas un lancement d'appareil, mais on va rajouter quelque chose dessus. C'est toujours des rumeurs, là, ça reste à confirmer. L'autre chose qui serait intéressante, que moi personnellement j'attends, je ne sais pas si je vais l'acheter parce que c'est cher, mais c'est le fameux AirPower. Qu'est-ce que c'est que le AirPower? C'est une espèce de petite surface, une tablette, où est-ce que je vais pouvoir déposer mon téléphone, je vais pouvoir déposer ma montre et mes écouteurs AirPods et ça va charger sans fil. Donc, je n'ai pas besoin de brancher des fils tout le temps. Je fais simplement déposer dessus et ça peut charger... Je pensais que ça existait déjà, Ça existe déjà. Sauf que celui d'Apple, la particularité, c'est que je peux charger mes 3 appareils en même temps. Donc, la plupart, c'est 1, peut-être 2 appareils, mais ça ne fait pas toujours la montre, il y en a que ça fait juste le téléphone. Ceux-là vont faire les 3 appareils en même temps. Mais Apple se font critiquer un petit peu là-dessus parce que ça fait presque 1 an qu'ils ont annoncé ça. Et ils ne l'ont pas encore sorti. Donc, on s'attend... Parce qu'il n'est peut-être pas encore parfait, là. Les autres, ça se peut. Apple, en tout cas, rares sont les fois qu'ils lancent quelque chose qui n'est pas parfait. Oui, c'est possible. Donc, on s'attend à avoir des nouvelles là-dessus, savoir si ça va être disponible bientôt, combien ça va coûter. Donc, ça, c'est les rumeurs du côté de la conférence d'Apple. Oui, puisque les fameux fils, là, à chaque année, comme ça dure 1 an à peu près. Oh, oui, ça se magane vite. Oui, ça se magane vite, ces fils-là. Bon, OK. Alors tout ça, maintenant, Alter Ego. Alter Ego, donc le MIT, le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, ont créé un prototype. Donc, un prototype de technologie prête à porter, c'est le terme officiel en français, ce qu'on appelle du wearable technology, donc comme les montres intelligentes, les Fitbit, tous les appareils qu'on va mettre sur nous pour prendre des mesures ou interagir avec la technologie. Ça, on va appeler ça du prêt à porter technologique. Donc, eux, ils ont inventé une espèce de petit appareil qu'on va mettre sur le côté du visage et il va lire nos pensées, cet appareil-là.
Lire nos pensées. Lire nos pensées. Donc, plus précisément, ce que cet appareil-là va faire, c'est que on réfléchit à un mot spécifique dans notre tête, notre cerveau émet une onde cérébrale, donc un brainwave. Et cet appareil-là est capable de lire cette onde-là sans qu'on ait à parler, juste en ayant à penser à cette onde-là, et il va pouvoir interagir avec d'autres appareils dans notre environnement. Et il va même pouvoir nous donner des commandes vocales que seulement nous, on va entendre. Donc, un exemple, tu pourrais écouter la télévision, puis changer de chaîne ou naviguer ton Apple TV sans télécommande, juste en disant... Et sans parler. Sans parler. Donc, tu fais juste penser aux mots en haut, en bas, à droite. Juste en pensant à ces mots-là, ça va naviguer dans ton menu. Mais là, il faut-tu que j'entraîne la bébelle? Comme, je peux pas imaginer que je la mets, puis elle sait qui je suis tout de suite, puis qu'elle connaît. Tu sais, comme est-ce qu'il faut que je fasse, OK, exercice numéro 1 en haut. Je vais penser en haut, puis qu'elle enregistre. Comme, en fait, c'est une super bonne question. Pour l'instant, l'appareil est seulement capable de mémoriser 100 mots. Okay? Donc, on a une centaine de mots qui est capable de reconnaître l'onde cérébrale et va réagir selon les commandes qu'on va donner à ces mots-là. Autre chose qu'on peut faire aussi, exemple, je veux faire un calcul mental rapide, mais je pourrais demander à l'appareil de le faire pour moi, ce calcul-là. Donc, je pourrais dire 252 divisé par 33. Puis, je vais le penser, je ne vais pas le dire, je vais le penser et lui va me donner vocalement. Tu ferais-tu confiance? Imagine, tu mets un tips à la table, tu dis OK, 10 de 57 et puis elle dit 1 piastre. Oui. Il faut que tu y fasses confiance. Oui, il faut que tu y fasses confiance. C'est exactement ça qu'on voit ici, là. Donc, c'est un petit truc qu'on a sur le côté de l'appareil ici en avant. Évidemment, c'est un prototype et je vais pouvoir déplacer mes menus. Je vais pouvoir dire des commandes comme sélectionner, actionner, puis ça va faire les commandes pour moi. Je peux demander l'heure, comme dans ce qu'on voit ici, puis la voix va me donner l'heure. Ce qui est intéressant aussi, c'est... Attends. Oui? On va en parler tout de suite après la pause. Parfait. Je vais aller à la pause, puis j'en reviens juste pas qu'on va pouvoir faire ça. Là, ça sera pas bien long. OK, restez avec nous. On revient immédiatement après la pause. Un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel bien ajusté gardera l'utilisateur bien à flot, mais il importe de choisir la bonne taille. S'il est bien ajusté, il ne devrait pas se soulever au-delà du nez ou des oreilles de l'utilisateur. Habituellement, pour le VFI gonflable, la taille est unique. Lorsqu'il est endossé, il importe de desserrer au besoin les courroies pour permettre un gonflage adéquat du gilet. Dans la prochaine émission, je rencontre Yaha Ima, une chanteuse jazz dans la région qui a remporté le concours de CBC à travers les médias sociaux. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Family, it's just extremely important. People move around, connected for success. It's just made it so much easier. For the longest time, I was on cloud 9. It connects you to family. It connects you to the outside world, and it makes you feel connected to the community. It was a whole new experience. You realize then how much you missed out. In fact, connect is my favorite word now. I love that word. It keeps me out of trouble. Est-ce que les entreprises franchisées ont leur place sur les campus universitaires? Et donc, devrions-nous les bannir? Pour en savoir plus, écoutez Riposte, votre émission de débat. Riposte, jeudi 19h sur TV Rogers. Retour entre nous, incroyable. On parlait juste avant la pause avec Donny Lima au sujet de la technologie prête à porter, si on veut. On peut voir un peu sur l'image. Puis tu allais dire ce qui est intéressant et... Donc, ce qui s'en vient, qu'on pourrait développer éventuellement avec ça, on pourrait utiliser ça dans des environnements très bruyants, comme des porte-avions militaires, des sites de construction. On pourrait utiliser ça pour les personnes qui ont des handicaps au niveau de la communication. Du langage. Wow. Donc, on pourrait communiquer par la pensée au lieu d'utiliser leurs lèvres ou leur bouche. On peut aussi utiliser ça dans des
des stratégies militaires, des stratégies de police pour communiquer sans qu'on entende. Parler. Ça, c'est des choses qui... Mais comment proche on est de ça, là, tu penses? Le prototype existe. Donc, quand il y a un prototype, en général, quelques années après ça, là, ça s'en vient. Là. Fait que dans la prochaine décennie... Mais on doit faire un paquet de tests, pareil comme on a fait avec les voitures sans conducteur, les voitures autonomes. Il faut faire des tests pour s'assurer que tout est sécuritaire. Là. Absolument. Oui, mais c'est proche, c'est pas loin. C'est tellement dans la prochaine décennie, là, ça va être disponible, convaincu. Là, au lieu que Trump écrive, il faut juste penser son tweet, ça va être pire. Je sais pas. Peut-être que la machine ne pourra pas lire son dialogue, c'est tout mêlé. C'est tout mêlé là-dedans. Peut-être elle va le corriger. Ouais. Ça va être plus intelligent ce qui va sortir. Merci beaucoup, Donnie. Super intéressant. OK, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. On parle du Théâtre à Catapulte et des Archives Canada. À la prochaine! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Les voies maritimes pour les bateaux motorisés, surtout ceux à fort tirant d'eau, sont habituellement démarquées par des balises. La plupart sont rouges ouvertes et peuvent être flottantes, ce sont des bouées, ou encore sur la rive, des balises d'alignement. Une autre signalisation importante, le drapeau de plongée. Cela signifie qu'une activité de plongée est en cours et que vous devez maintenir une distance d'au moins 100 pieds de cet endroit. Vous regardez TV Rogers.